Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Coup d'État. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un coup d'État au sein de l'univers footballistique? Vous l'avez peut-être vu passer, il y a eu une création d'une Super League. Et évidemment, la création d'une Super League, pourquoi? Alors qu'il existe déjà plusieurs ligues. Vous avez l'UEFA, qui est la Ligue européenne, et vous avez la FIFA, qui est la Fédération internationale de football. Sauf que, il y a quelques jours, on a appris la création d'une Super League. Alors évidemment, premier problème, c'est que les instances existantes voient d'un très mauvais œil la création de cette Super League. Tout simplement parce que, eh bien, c'est remettre en question l'hégémonie de ces fédérations, de ces institutions sur la gestion des équipes de football, sur la gestion des compétitions, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes ou internationales, à l'échelle d'un certain nombre d'autres compétitions qui existent, comme par exemple, vous avez la Coupe d'Amérique latine, la Coupe América, on va dire, de l'équivalent de l'UEFA, par exemple. Et donc, ces organisations, eh bien, tout d'un coup, voient arriver une nouvelle ligue. Mais vous allez me dire, pourquoi création d'une Super League? Tout simplement parce que il y a, de par ces institutions, une hégémonie du fait de classer les équipes selon leurs résultats, de classer leurs équipes selon les intérêts de business, parce que le football aujourd'hui est devenu aussi un business. Et de ce fait, un certain nombre d'équipes qui n'arrivent pas véritablement à décoller, eh bien, sont reléguées. Et du fait qu'elles sont reléguées, évidemment, elles intéressent moins les investisseurs. Mais évidemment, un certain nombre de ces équipes, dont certaines ne sont plus ou moins bien connues quand même, eh bien, se sont retrouvées aujourd'hui dans la situation où elles perdent évidemment des investisseurs, elles perdent de la crédibilité, elles perdent des joueurs aussi, qui se font racheter par d'autres grandes équipes, etc. Et du coup, ces équipes, aujourd'hui, elles sont, du fait qu'elles sont reléguées, n'ont plus l'impact, n'ont plus la visibilité qu'elles voudraient avoir pour pouvoir attirer des investisseurs. Et c'est pour ça que cette Super League a été créée. Et je vous le donne en mille, pour créer une Super League, il faut quand même des financements derrière, il faut quand même des organisations pour financer. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que derrière la Super League, eh bien, nous trouvons la JP Morgan. Évidemment, l'UEFA et la FIFA, très mécontentes, l'ont fait savoir sur la plupart des réseaux sociaux et ont voulu ne pas laisser cette Super League se créer, estimant que c'est un petit peu faire une sorte de poignardage dans le dos des institutions déjà existantes. Pour bien comprendre la subtilité de la situation, c'est comme si toutes les fédérations françaises, qui sont les organismes officiels de gestion en matière sportive et en matière de compétition, en matière de licence, demain, vous avez par exemple la Ligue française de basketball, tout d'un coup, vous voyez arriver une autre ligue sur le marché. Une concurrence. Eh oui, c'est ça le libéralisme. Bienvenue dans le monde de l'ultralibéralisme, où quand des institutions, ou quand l'hégémonie d'organismes ne conviennent plus, un business
ne conviennent plus au marché dans ce domaine sportif, eh bien on arrive, comme on l'a vu aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des ligues nationales, comme par exemple pour le football américain, vous avez la NFL, la National Football League, mais évidemment cette National Football League est censée gérer les intérêts d'une compétition nationale, on va dire, qui aboutit à ce qu'on appelle le Super Bowl, le fameux Super Bowl qui a lieu généralement au mois de février. Mais comme toutes les équipes ne sont pas forcément au même niveau, parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes moyens, eh bien on a créé d'autres ligues, on a créé d'autres compétitions. Alors certaines ont été validées par la NFL, d'autres l'ont été beaucoup moins. C'est ce qu'on retrouve également dans le basket, mais aussi également dans le baseball. Donc aux États-Unis, vous avez en effet les compétitions officielles, des fédérations officielles, mais après vous avez d'autres compétitions, comme vous avez, comme ce qui a été créé également un petit peu à la même image en Europe, ou en Europe au niveau du football, on ne s'est pas juste contenté de fonctionner uniquement avec une seule compétition européenne, on a créé différentes compétitions. Parce que ça génère évidemment du business, ça génère du marché. Or, apparemment, certains ne sont pas contents dans le sens où, même si ces différentes compétitions football européennes, malheureusement, on retrouve toujours à peu près les mêmes équipes. C'est les mêmes équipes qui sont mises en avant, et les autres équipes sont reléguées finalement une sorte de seconde zone, on va dire. Et donc, vous avez une multitude comme ça d'équipes, alors il y en a d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de France également, qui eh bien, vont donc contribuer à cette création d'une nouvelle Super League. Et nous avons déjà une réaction, je crois, de la justice espagnole, ou des instances espagnoles, je crois, qui ont averti que la FIFA et l'UEFA n'ont surtout pas intérêt à faire usage de leur pouvoir et de leur hégémonie pour faire pression afin de canceller, afin de détruire, afin de mettre un terme à ce projet. Alors vous imaginez bien que dans le milieu du football, c'est un coup de tonnerre, c'est un tremblement de terre du fait que, évidemment, ces fameuses ligues officielles, eh bien, aujourd'hui, vont avoir une concurrence dans le marché, finalement, de ce football. Puisque de toute façon, à partir du moment où vous mettez de la professionnalisation, et ça a été le cas malheureusement pour le rugby avant était un réel sport avec une réelle compétition, mais à partir du moment où on a mis de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on a créé des statuts avec des clubs, avec des financements, des achats, etc., des licences, eh bien, ça a un petit peu mis, je dirais, des critères un petit peu différents sur la façon de percevoir le rugby. Bon, même si encore le rugby reste quand même un sport assez confidentiel finalement, puisqu'il y a quand même très peu de pays qui finalement jouent au rugby, en dehors de la Grande-Bretagne, avec ses différentes équipes qui viennent du Pays de Galles, d'Angleterre, d'Écosse ou d'Irlande, la France également, et vous avez également des équipes espagnoles, je crois, espagnoles, italiennes, portugaises. Vous avez également certaines équipes qui existent aussi dans certains pays d'Amérique du Sud, et vous avez évidemment l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont des équipes également phares, on va dire, dans la compétition internationale de rugby. Mais donc vous voyez, vous n'avez pas énormément finalement d'équipes à l'échelle internationale sur le plan du rugby, ce qui n'est pas le cas au football. Au football, vous avez beaucoup d'équipes. Et vu qu'en Europe, vous avez des équipes qui, depuis la professionnalisation, évidemment, sont génératrices de marché. Il suffit de voir un petit peu ce que génère en matière de chiffre d'affaires l'image de l'Olympique de Marseille ou le PSG, ou maintenant même aussi de certaines autres équipes comme par exemple l'équipe de Lyon, qui je ne me souviens plus si c'est l'Olympique lyonnais ou un truc comme ça. D'autres équipes également qui sont aujourd'hui plutôt bien notées, on va dire, sur la compétition européenne et nationale. Ça génère de l'argent, ça génère du chiffre d'affaires. Il suffit de voir
évidemment le prix des joueurs aujourd'hui, combien les équipes achètent les joueurs et les payent parfois des millions et des millions d'euros, il faut voir également combien coûtent les retransmissions au niveau télévisuel. Hein. Chaque année, on entend toujours parler de ces chaînes de télé qui essayent de piquer finalement ces fameux droits de rediffusion. Alors, il y a un petit peu de dispatching qui a été fait, puisque pour éviter justement d'avoir une chaîne de télévision qui est le monopole des retransmissions sportives en matière de football, on essaie de répartir de façon assez équitable les droits de diffusion suivant les différents types de compétitions. Mais là, vous pensez bien que quand la pandémie va se calmer, eh bien, le fait de créer une nouvelle ligue, ce qu'on appelle la Super League d'ailleurs, eh bien, ça va rajouter derrière énormément de potentiel, énormément de marché, énormément de droits de télévision, etc. Donc on va démultiplier finalement ce qui fait le spectacle footballistique. Donc ça va être une affaire à suivre, parce que très clairement là il y a évidemment beaucoup d'enjeux qui vont faire que la UEFA et la FIFA vont se retrouver un petit peu en calcif, dans le sens où les recettes sur lesquelles elles récoltaient, je dirais, des chiffres d'affaires au niveau des compétitions sur lesquelles elles ont des contrôles, eh bien il risque d'y avoir forcément à un moment donné des pertes qui vont s'afficher. D'autant plus que cette Super League, eh bien peut-être qu'elle va faire des règles un peu différentes, un peu moins restrictives sur le plan de la compétition entre les différentes équipes européennes, voire même peut-être intégrer d'autres équipes internationales. Donc voilà, ça va être assez amusant, parce que ça rejoint finalement un petit peu ce que je vous expliquais dans d'autres domaines, sur le fait que l'existant dans le sens où sur différents types de secteurs économiques, sur des tissus économiques, sur des modèles économiques, eh bien aujourd'hui on se rend compte que ce qui a été construit, ce qui a été établi, ce qui a été organisé, ce qui a été défini il y a maintenant de plusieurs décennies, eh bien aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là il va falloir changer les choses, faire réévoluer les choses, réformer les choses, et ça, ce qui se passe là avec le football, c'est un seul exemple sur d'autres pans des tissus économiques aujourd'hui actuels à l'échelle européenne comme à l'échelle internationale, où il va y avoir des chamboulements, où il va y avoir des changements. Et je pense que dans nos vidéos futures, on va certainement se retrouver avec différents sujets qui aborderont cette même situation, où tout d'un coup, ce que l'on croyait un petit peu dogmatique, eh bien finalement va finir par évoluer par la force des choses. Et je pense que là-dessus, on va beaucoup s'amuser. Autre information également qui est tombée, le président de la Biélorussie a affirmé que les États-Unis avaient cherché à l'assassiner. Alors, j'ai envie de dire, au vu de la situation, la tension qu'il y a actuellement à l'échelle internationale entre la Russie et l'Occident, puisque c'est généralement l'Occident qui en veut énormément à la Russie, on va être en phase aussi de ces phénomènes de manipulation d'opinion. C'est-à-dire que on va monter des informations, on va monter des scénarios pour faire porter le chapeau, ou pour accuser, ou pour responsabiliser l'un ou l'autre de certains faits, de certains actes, etc. Sauf que, évidemment, si aujourd'hui les outils ont considérablement évolué en matière de communication, en matière d'information, et si aujourd'hui il est nécessairement je dirais impératif, quand on veut essayer de manipuler l'opinion, de construire des scénarios tangibles, des scénarios crédibles, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la guerre en Syrie, ça a été un très bel exemple, que de temps en temps, eh bien, il y a quand même des flous, il y a quand même des éléments pas forcément très crédibles, des situations qui n'ont pas de bon sens, n'ont pas de raison d'être. On se souvient de ces affaires d'attaques soi-disant d'attaques chimiques de la part de la Syrie, de Bachar el-Assad.
On a vu énormément de médias sur Internet, à la télévision, essayer de convaincre l'opinion que même si on n'a pas des preuves flagrantes, ça ne peut être que Bachar el-Assad qui est le commanditaire. Sauf que si on réfléchit bien, quel intérêt aurait Bachar el-Assad d'utiliser des armes chimiques? Parce que s'attaquer à son propre peuple ou attaquer avec des armes chimiques un ennemi, je pense que Bachar el-Assad n'est pas un idiot, ce n'est pas un dictateur qui vit dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui a pendant des années eu des relations internationales, et c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence, une certaine connaissance, je dirais, des intérêts qu'il a aujourd'hui à jouer certaines cartes, et de ne pas jouer d'autres cartes, celles qu'on attribue en règle générale à des dictateurs qui sont capables de massacrer des peuples, comme c'est actuellement le cas par exemple en Birmanie avec la junte militaire qui n'hésite pas à faire des tirs sur des manifestants, parce qu'ils s'en foutent royalement de l'opinion de la communauté internationale. Ce qui n'est pas le cas de Bachar el-Assad. Donc Bachar el-Assad, quels auraient été ses intérêts d'utiliser des armes chimiques en sachant que forcément, s'il est démontré qu'il en est le commanditaire, ça allait forcément entacher son image, sachant qu'il est parfaitement conscient que beaucoup de gens dans l'Occident ne sont pas dupes de ces histoires de guerre, de ces histoires d'État islamique, de ces histoires d'intervention à la fois russe, iranienne, chinoise, que de l'autre côté de l'interventionnisme occidental, tant américain que européen. On pourrait donner l'exemple des fameux casques blancs, ces fameux casques blancs qu'on nous a présentés comme des sauveurs, etc., alors qu'en réalité c'est une organisation de communication, purement et simplement. Et bien là, dans cette affaire concernant un projet, parce qu'il n'y a pas eu de tentative, c'était un projet de la CIA de vouloir assassiner ce président lors d'un tentative de coup d'État qui a avorté. Alors, c'est une information évidemment qu'on balance comme ça sur Internet, etc. Sauf qu'on nous dit que, apparemment, que ce soit le KGB biélorusse, parce que oui, la Biélorussie a gardé le nom du KGB pour ses services de renseignement, et le FSB russe affirment qu'ils ont des preuves, ils affirment qu'ils ont des vidéos sur des rencontres qui ont été faites, sur des communications audio qui ont été faites entre différents acteurs sur l'organisation de potentiellement ces assassinats. Donc c'est une information qui se rajoute aujourd'hui. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement c'est que nous allons en avoir un sacré paquet de ce genre d'informations sur lesquelles il va falloir mettre beaucoup de prudence, beaucoup de raison garder, parce que c'est la guerre de la communication, c'est la guerre psychologique, pour essayer de prouver ou de démontrer l'opinion qui sont les méchants et qui sont les gentils. C'est exactement la même affaire qui rejoint Navalny qui aujourd'hui on est en train de nous expliquer qu'il est à l'article de la mort, qu'il fait une grève de la faim. Là, on a appris que finalement, les autorités russes ont décidé de le transférer dans un hôpital, puisque tout le monde est convaincu qu'il est à l'article de la mort, etc. Mais ce qui est assez amusant, et là ça rejoint ce que je vous disais sur la manipulation d'un masse, c'est que beaucoup de médias en France ont énormément focalisé sur le destin de Navalny, mais ces médias, on aurait envie de leur dire, mais nous, ce qu'on vous reproche, c'est d'être très loquace sur le sort de Navalny, que évidemment on veut absolument vendre comme l'opposant ultime dissident contre Vladimir Poutine, alors qu'il existe d'autres opposants. Je rappelle qu'il n'a eu que, en effet, il est arrivé deuxième lors d'une élection, je crois, au niveau du Parlement ou de l'administration de la capitale de Moscou, mais avec un résultat qui était bien en dessous de ce que le gagnant avait obtenu. Je crois que le gagnant avait obtenu à peu près plus de 40%, alors que Navalny était à peine à 20%, donc il avait la moitié moins de voix que celui qui l'a emporté. Mais
depuis, il n'a pas eu d'élection en son propre nom, puisque à chaque fois, eh bien, sa candidature a été refusée pour des raisons juridiques. Mais évidemment, tout le monde, je dirais, n'accepte pas cette version des faits et va toujours aller chercher l'idée que oui, mais de toute façon, Poutine veut sa peau, donc Poutine fera toujours tout pour éviter que Navalny se présente en son nom et avec un parti derrière lui à des élections. Sauf que le problème, c'est que si on regarde aujourd'hui sur le plan médiatique, sur le plan d'opinion de la Russie et des Russes en particulier, on se rend compte que Navalny, en fait, ne galvanise qu'une très faible minorité de Russes, et évidemment des Russes très urbanistes, très urbanisés, des Russes qui se trouvent dans la plupart des grandes villes, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg, d'autres grandes villes russes dont les noms m'échappent d'ailleurs. Mais donc, pour revenir à ces médias, ce qui fait très plaisir, c'est de voir dans les commentaires des articles que ces médias ont fait, des gens quand même qui disent « mais comment se fait-il que vous soyez si loquace avec Navalny, mais que vous ne le soyez pas autant avec Assange ?» Et là, évidemment, ça casse. Et enfin, deuxième information, comme vous le savez, Macron devrait faire un grand discours pour annoncer en cette fin de mois d'avril, donc peut-être enfin des restrictions, du confinement, des couvre-feux, etc. Donc évidemment, tout le monde attend certainement impatiemment ce qu'il va annoncer. Le problème, c'est que quand on voit la situation en Europe, où vous avez dans certains pays une remontée des contaminations par l'intermédiaire des variants, mais en revanche une stabilisation, on va dire, des décès et des pas des internements, mais des transferts en service de réanimation des personnes hospitalisées, j'ai l'impression que il va y avoir encore une entourloupe. Entourloupe, pourquoi? Tout simplement parce que si aujourd'hui on constate qu'en effet, aux États-Unis, les chiffres pour l'instant restent relativement en pente douce, encore une fois, je préviens, on va attendre plutôt le mois de mai, le mois de juin pour voir s'il n'y a pas un retour d'épidémie avec les variants. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les médias, c'est une grosse guerre pour essayer de convaincre les Français de... On fait le nécessaire pour essayer de revenir à une situation normale, mais soyons patients. Soyons patients, sous-entendant, dites-vous bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Dites-vous bien que, comme je vous l'ai déjà dit, il va falloir attendre 2022 pour savoir si les vaccins sont efficaces. Comme on l'a appris très récemment, de plus en plus, là on est en train d'essayer de préparer psychologiquement les esprits que pour le Pfizer, il y aura sans doute une troisième dose à prendre d'ici la fin de l'année. On a les petits problèmes techniques qu'ont aujourd'hui AstraZeneca et Johnson & Johnson, et on a des chiffres, alors certains chiffres officiels qui sont de plus en plus difficiles d'accès, ou tout du moins qu'on a de plus en plus de difficultés à relayer. On a des instances, des communautés qui de plus en plus subissent la censure parce que apparemment ils disent des choses peut-être pas totalement idiotes. Et le fait est, c'est que de plus en plus de gens commencent à comprendre la situation dans laquelle ils sont. Comme je vous l'ai déjà dit, retour à la normale, non, il n'y aura pas de retour à la normale. Comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui, les vaccinations sont des vaccinations qui font partie du test, qui font partie des essais, sur lesquels aujourd'hui les scientifiques, les biologistes, les chercheurs, etc. sont en train d'élaborer les statistiques. Statistiques qui, pour l'instant, d'une manière globale, confirment bien le bénéfice-risque à l'avantage de la vaccination. Alors oui, il y a des décès. Oui, il y a des problèmes techniques sur des effets secondaires, graves, pas très graves, durables, ou
voire même permanent pour un certain nombre de gens. Mais là encore, comme je l'ai expliqué, quand vous faites de la vaccination de masse, comme on est en train de le faire aujourd'hui à l'échelle mondiale, vous démultipliez également les cas particuliers, les pathologies particulières. Je dirais même les pathologies particulières de ceux qui les connaissent ou de ceux qui ne les connaissent pas. Donc c'est très difficile finalement de compiler toutes ces données pour essayer de faire ressortir quelque chose d'assez crédible. Donc évidemment, quand on prend les chiffres, eh bien suivant l'état d'esprit dans lequel on est, on va avoir une fâcheuse tendance à retranscrire ce que l'on a envie de retranscrire. Alors oui, des décès par vaccin, va y en avoir. Tout dépendra du nombre. Oui, des effets secondaires indésirables, il y en a. Beaucoup. Mais si on devait faire une étude aujourd'hui sur les effets indésirables ou les conséquences de la vaccination de la grippe sur les 3 dernières années, on se rendrait compte que finalement, on est à peu près dans la même tranche, voire même peut-être qu'on va se rendre compte que les vaccinations de la grippe donnent en proportion beaucoup plus d'effets secondaires que ce que nous pouvons connaître aujourd'hui avec les vaccinations sur le Covid-19. Et enfin, comme je le répète et je le dis, et ça je ne suis pas le seul à le dire, mais il y a beaucoup de médias qui de toute façon font tout pour essayer d'éviter que les gens en aient conscience, c'est que tant que nous n'avons pas passé une année complète de vaccination et que justement toutes ces données permettent de commencer à élaguer si oui ou non les vaccins sont efficaces, eh bien, tous les discours qu'on entend aujourd'hui de la part des gens qui sont des pro-vaccins, qui disent oui, il faut vous faire vacciner, etc., les yeux fermés, ces gens-là, ils vont continuer à nous casser les couilles, très clairement. Tout simplement parce que derrière, évidemment, il y a tout le business. On a appris par exemple que déjà Pfizer a décidé d'augmenter le prix de sa dose. La dose qui était aujourd'hui négociée, je crois, entre 10 et 12 euros, va passer entre 15 et 19 euros, la dose. Sans compter que derrière, vous allez aussi avoir dans le temps des laboratoires qui eux aussi, alors par contre eux vont pouvoir avoir pris le temps de faire leurs tests en temps normal et sortir peut-être un vaccin qui à terme va donner des résultats très satisfaisants comparativement à ceux qui sont actuellement en cours. L'organisation. Alors si aux États-Unis la vaccination se déroule de façon correcte, aujourd'hui, quasiment tout le pays permet aujourd'hui la vaccination pour même les gens de moins de 50 ans. Sauf qu'encore une fois de plus, tout est un problème d'organisation, puisque moi j'ai reçu mon message comme quoi je pouvais me faire vacciner, mais par contre, ce qui serait bien, c'est que j'attende un peu, parce que là, ils sont complètement saturés au niveau des rendez-vous. Puisque là, si je me fais vacciner, ça sera par le biais de mon assurance santé, donc par le biais d'un service de santé de mon assurance santé. Donc ça veut dire avec une prise de connaissance de mon dossier médical. Ce qui n'est peut-être pas le cas forcément dans les fameux vaccinodromes, comme on les appelle, parce que dans les vaccinodromes, apparemment, il faut poser un certain nombre de questions à des gens. Sauf que les gens, si ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas allés voir un médecin, comment ils peuvent savoir s'ils n'ont pas chopé un diabète, s'ils n'ont pas chopé une tumeur, un cancer qui ne s'est pas encore révélé, ou s'ils ont peut-être des problèmes respiratoires, mais que, comme ils ne font pas de sport, ils s'en foutent un peu. Vous voyez, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans les conséquences des vaccins. C'est que sur les effets secondaires qui peuvent y avoir sur un certain nombre de gens, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui sont complètement ignorants de leur pathologie réelle. Et au niveau organisation, aussi on entend, alors là en France, j'ai envie de dire checker. On n'a pas assez de doses avec le Pfizer, donc pour la deuxième dose, on va peut-être prendre du Moderna. On va peut-être prendre aussi l'AstraZeneca, mais bon, l'AstraZeneca, c'est faire la deuxième dose avec un autre vaccin que celui que vous avez reçu. C'est comme si on disait à quelqu'un, écoutez, désolé, mais je ne vais pas assez avoir de Bordeaux, donc on va vous le couper avec un vin alsacien.
Non, ça se fait pas. Je veux dire, et pourtant l'Agence nationale de santé valide. Là encore, en contre-argument par rapport à ce qu'on peut lire très souvent dans les réseaux sociaux, c'est comme d'ailleurs ce que Facebook vous affiche. Très régulièrement, dès que vous mettez un mot qui ne passe pas le filtre de l'algorithme, dès que vous utilisez le mot AstraZeneca, Pfizer, vaccin, Covid-19, coronavirus, vaccination, effets secondaires, enfin il y a une multitude de mots comme ça quand vous les utilisez sur un article que vous postez sur Facebook, tout de suite vous verrez en bas de votre post plus d'informations, etc. Les vaccins ont été vérifiés par les laboratoires, certifiés par les agences de santé, etc. Bon, je vais pas revenir sur le scénario que c'est les agences de santé en fait se reposent uniquement sur les tests validés par des revues scientifiques. Puisque le Discovery et le Recovery ont été des échecs totaux. La façon dont ça s'est passé, ça a été organisé, très clairement, c'est pas du tout crédible. Et donc, j'ai envie de dire, on est véritablement aujourd'hui dans une situation où finalement, est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Moi, j'ai envie de dire, il faut attendre dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible. Pourquoi ? On vient d'apprendre aujourd'hui que la fameuse application Covid, je ne sais plus quoi, qui était censée être une application pour déterminer les cas contacts. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, on était plusieurs à dire oui, enfin, cette application, c'est un prémisse, une sorte de passeport, etc. On dit mais non, c'est faux, c'est du complotisme, arrêtez avec votre de voir toujours les choses en noir, de faire du négationnisme face à notre intérêt de servir la santé publique, etc. Et bien là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que l'application, finalement, elle va quand même incorporer un certain nombre de données, dont les données comme quoi vous avez bien été vacciné ou non. C'est un passeport, plus ou moins. Donc vous voyez, ce genre de petite info, tout d'un coup, quand on entendait que non, il ne fallait pas penser ça, que c'était complotiste, et bien tout d'un coup, paf, les complotistes, finalement, ils avaient raison. Et c'est pas le premier cas. Alors, on parle de la pandémie. Combien de fois, pendant cette pandémie, on nous a dit blanc, en disant surtout pensez pas noir parce qu'il est hors de question, parce que c'est pas prévu, parce que c'est du complotisme, parce qu'il faut déséquilibrer, il faut être un fou pour penser que ce qui est blanc peut devenir noir. Et puis au bout de quelques semaines et quelques mois, tout d'un coup, le blanc devient noir. Et dans les médias, évidemment, vu qu'il y a une telle complicité, une duplicité à essayer de jouer la carte propagande, il suffit de voir la dernière interview de Raoul faite par Bruce Toussaint. Regardez cette interview, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que c'est une confrontation réelle de quelqu'un qui veut absolument mettre du sentiment, de l'émotionnel, de la compassion sur des faits, alors qu'en face de lui, il a un professeur qui, lui, ne pense pas sentiment, ne pense pas émotionnel, il pense factuel. Il pense cohérence, il pense crédibilité, il pense scientifique. Et les deux, et on le voit, quand Raoul commence à développer certains, tout d'un coup Bruce Toussaint veut remettre du sentiment, veut remettre de l'émotionnel. Ouais, mais rendez-vous compte, il y a des gens qui sont morts. Rendez-vous compte, on ne va pas quand même sacrifier des gens, on ne va pas sacrifier des vieux. Puis là, faut bien vacciner les enfants, parce que les enfants, tôt ou tard, il faudra bien les vacciner. Il y a urgence. C'est important. En plus de ça, vous vous rendez-vous compte, la société, aujourd'hui, elle est malade. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, il y a des gens qui vont se retrouver... Il y a une économie qui va s'effondrer. Donc il faut absolument... vacciner, et puis sortir de cette pandémie. Sauf qu'en face, Raoul, il le dit. Il dit, mais vous ne sortirez jamais de la pandémie si vous pensez ça. Le virus, il est là, et il va être là encore pendant longtemps. Tout comme la grippe,
l'est depuis très longtemps, tout comme la tuberculose, qu'on a peut-être en effet réussi à lutter. Il n'empêche qu'il y a encore des gens qui meurent de la tuberculose. Il y a encore aujourd'hui même un chiffre très infime de gens qui meurent de certaines maladies. On a même des maladies qui on croyait disparues et qui commencent à revenir. C'est ça la science, c'est le doute, c'est la remise en question, c'est la critique. La science n'est pas une chose absolue, sauf qu'aujourd'hui, quand on écoute les discours de certains médias, c'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, la science, c'est une religion. La science qui sert d'argument anticlérical, la science qui sert à résoudre les problèmes. Mais en revanche, les solutions pour résoudre les problèmes, si elles ont des failles, si elles ont des problèmes, si elles ont des dysfonctionnalités, on remet en question la science. C'est pas bien, c'est blasphème. Et bien cet état d'esprit qu'on a aujourd'hui aux États-Unis vis-à-vis de la science, on est en train de le voir se transférer en Europe. Ce qui pose un gros problème parce qu'en France, on a quand même une culture assez cartésienne. C'est-à-dire que on aime le factuel, on aime voir les choses telles qu'elles sont, on aime analyser les choses, on aime discuter, on aime débattre. Et c'est souvent dans le débat, dans la critique, que la France a su faire évoluer sa société. Or, si on coupe le débat, si on coupe la critique, et qu'on nous vend la science comme une religion, et que tu n'as pas le droit de remettre en question la science, eh bien c'est la fin des haricots. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de médias, comme sur Internet, dans la presse, eh bien on voit apparaître aujourd'hui ce que j'appelle les prêcheurs de la science. Les prêcheurs de la science qui sont à peu près l'équivalent aujourd'hui de ce que j'appelle les écologistes de salon, qui eux aussi se reposent sur de la science, mais de la science absolue, que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas remettre en question, pour accepter et voire même vous soumettre au bien-être de l'humanité, parce que eux détiennent la science, eux détiennent la connaissance. Vous n'êtes rien. Vous devez subir, vous devez vous soumettre à leurs règles. Si vous remettez en question le fait que les éoliennes sont polluantes, vous êtes anticlimatique. Vous êtes un sceptique, un climato-sceptique. Or, il n'est absolument pas être climato-sceptique quand à un moment donné, on fait la part des choses. Et ça aussi, faire la part des choses aujourd'hui, c'est interdit de faire la part des choses. Et le fait d'interdire de faire la part des choses, eh bien on en arrive aujourd'hui à cette situation pendant la pandémie où on a des gens qui n'arrivent plus à faire le distinguo entre le bénéfice et le risque. C'est-à-dire qu'on glorifie, on sanctifie le bénéfice virtuel, on ajoute dessus la religion du vaccin, alors que pareil, le vaccin est une science, est un progrès scientifique dans la santé humaine, dans la santé pour l'humanité, mais ce n'est pas une garantie d'une solution finale pour résoudre tous les problèmes. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents, nous vivons dans des contextes différents, nous vivons dans des sociétés différentes, nous vivons dans des conditions sociales différentes, dans des conditions sanitaires différentes. Et donc ce qui marche dans un certain nombre de pays ne marche pas forcément chez d'autres. Sauf que ça aussi, on ne veut pas que les gens prennent conscience. On minimise les choses, on vulgarise, pour ensuite glisser des vérités que l'on sanctifie, que l'on glorifie, qui deviennent des doctrines, et que si vous servez de votre cerveau pour vous dire, attendez, ça va pas, vous êtes en train de me donner que des données positives, mais on a l'impression qu'en fait, vous êtes en train de faire le prêche d'une religion, et non pas de la science. Et je pense que c'est le gros souci aujourd'hui, c'est le gros constat qu'on peut faire avec cette pandémie depuis plus d'1 an. C'est que pendant 1 an,
eh bien, on nous a gavés, on nous a assassinés dans notre façon d'être, dans notre façon de raisonner, et d'aider ceux qui n'ont pas forcément ce recul sur les choses. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas le recul sur les choses, ils ont quand même suffisamment d'intelligence pour se rendre compte qu'on a en face des gens qui sont censés gérer, diriger, organiser, mais qui sont des incompétents, des idiots, qui font conneries sur conneries, et qui en plus de ça s'autorisent même de prendre les gens pour des cons. Ben malheureusement, c'est des gens qui vont à un moment donné capter, prendre des informations qui sont peut-être galvaudées, des informations qui sont présentées dans un certain angle pour servir une autre sauce idéologique. Parce que ça aussi, faut prendre en considération. Et du coup, vous avez ce bordel aujourd'hui sur Internet de gens qui, à la fois, disent des choses intéressantes, comme des gens qui disent que des conneries. Des gens qui donnent du factuel, réfléchi, analysé, argumenté, comme des gens qui affirment de la conviction. Et de tous les côtés, ça malheureusement, c'est humain. Sauf que qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on est argumenté, lorsqu'on est factuel, et qu'on est en face de quelqu'un qui, lui, est un mouton, finalement, est un idiot utile à répéter des choses, dès que vous le mettez en face de ses contrariétés, dès que vous le mettez en face d'un élément, d'une information, d'une donnée qui ne peut pas justifier ou qui ne peut pas expliquer, parce que évidemment il est dans la conviction, il n'est pas dans le fait, et vous êtes en face de cette situation aujourd'hui dans laquelle on est dans un sacré bordel. Et que tout ça, c'est comme mettez différents alcools dans un shaker, vous secouez, et puis au final vous avez un résultat, alors qu'il y a un résultat qui, parce que c'est comme ça que généralement sont créés les cocktails, c'est que d'un coup il y a certaines saveurs qui sont intéressantes, etc. Comme il y a des fois des trucs qui sont dégueulasses. Et donc qu'est-ce qui va ressortir aujourd'hui de cette situation? Ce qui va ressortir, c'est que cette pandémie, je ne sais pas véritablement comment ça va finir, même si on estime que ça pourrait finir un jour. Mais aujourd'hui on se rend compte que entre les discours positifs, moi je vois aux États-Unis, aujourd'hui aux États-Unis il y a beaucoup de gens qui disent regardez, il n'y a pas de reprise de l'épidémie, il n'y a pas de reprise de la pandémie, le Texas, etc. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui ne rentre pas en logique, c'est que les États ne rouvrent pas les salles de spectacle, ne rouvrent pas les stades, ne rouvrent pas les cinémas. Pourquoi ? Si tout le monde se fait vacciner, si on est en train de fabriquer l'immunité collective, pourquoi est-ce qu'on ne rouvre pas? Parce que, voilà, je veux dire, là vous avez des États, je crois qu'aujourd'hui, sur les 50 États, il y en a maintenant une quarantaine qui ont assoupli les restrictions, et donc qui laissent la liberté finalement aux Américains de se protéger ou pas. Donc voilà. Et on verra bien au mois de mai, au mois de juillet, on va attendre un peu les périodes d'incubation, etc., si des variants vont arriver, si ça va ranimer une situation difficile, etc. Mais quand on regarde sur les acteurs économiques, on se rend compte que les acteurs économiques n'ont pas l'air de prendre le pli de cet assouplissement. Il y a un truc qui ne va pas là. Et je pense qu'en France, c'est ce qui va se passer. C'est que Macron va certainement essayer d'assouplir, c'est-à-dire retirer le couvre-feu, peut-être le décaler à 22h, déconfiner, mais renforcer les mesures sanitaires. Parce que vous vous rendez compte, même si les chiffres baissent, on vous a fait le même discours au mois d'octobre, au mois de novembre. Les chiffres baissent, ouais, c'est bien, mais je rappelle, contamination. Il se base sur la contamination. Parce que s'il se basait sur les réalités des chiffres en hospitalisation et en réa, à mon avis, ils sont mal. C'est-à-dire la justification de tout ce confinement, de toutes ces restrictions, etc., ne tiendrait pas. C'est pour ça qu'ils se reposent essentiellement sur les contaminations. Sauf que le problème, c'est que quand vous regardez le nombre de contaminations et le nombre de gens qui vont à l'hôpital, ou les gens qui sont malades, et les gens qui sont en réa,
vous vous dites, finalement les Suédois, eux, ils ont choisi la bonne solution, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la contamination courir. Donc finalement, eh bien, nous verrons bien, ça sera la surprise de ce que Macron va annoncer. Ouvrons les paris sur ce qu'il va annoncer, ce qui va être contredit par son Premier ministre ou par le ministre de la Santé. Le fait est, c'est que ils savent que là, la bouilloire est en train d'être sous pression, que ils le savent très bien que quand ils vont commencer à relâcher vraiment le peuple français, ils vont être confrontés forcément à la colère à tous les niveaux, sur beaucoup de sujets, y compris la sécurité, puisque Macron, qui est allé à Montpellier avant-hier, je crois, s'est fait huer, évidemment, par pas mal de gens qui étaient présents, et alors comble de tout, c'est qu'il était là aussi pour présenter un projet sécuritaire, etc., et le même moment à Montpellier, une personne a été blessée par balle. Ça devient Far West en France, mais ceci dit, bon, c'est un petit peu comme aux États-Unis, on va essayer, c'est complètement différent parce qu'aux États-Unis, le problème des armes est en effet un réel problème, parce que c'est pas les armes qui tuent, c'est les mains dans lesquelles on les met qui tuent. Mais il y a ce problème, je rappelle, fondamental du fameux second amendement dont l'un d'entre vous m'a fait référence. Il est à la fois anachronique dans le sens où c'est un amendement qui avait été écrit au XVIIIe siècle, à une époque avec un contexte particulier, et que cette constitution américaine n'a jamais été réformée, n'a jamais été modifiée, contrairement à nous, où nous avons déjà modifié plusieurs fois les constitutions, nous en sommes à la 5e, ne pas confondre avec les droits de l'homme, et j'ai envie de dire, ce qui dérange justement les progressistes ou les ultra-progressistes, les néolibéraux, etc., c'est le fait que dans cet amendement, on ait la notion de défendre le pays contre un régime totalitaire. C'est-à-dire que la notion du second amendement, c'est de permettre aux Américains de pouvoir protéger leur famille, de se protéger eux-mêmes contre, évidemment, des ennemis. Mais je rappelle, cette constitution, elle a été écrite en 1776 et validée en 1789, je crois, à une époque où le continent américain était encore à conquérir, donc avec les natifs, les Indiens, les sauvages, etc. Donc il fallait permettre par la constitution de permettre aux Blancs de se protéger. Et qui plus est confirmé au XIXe siècle, avec le processus d'abolition de l'esclavage, etc., où les Blancs, évidemment, ont commencé à prendre peur que les Noirs qu'ils ont mis en esclavage allaient se retourner contre eux. Donc ça a renforcé encore plus, évidemment, l'argument de permettre aux Blancs de pouvoir s'armer et de se protéger. Ce sentiment, évidemment, est complètement anachronique aujourd'hui, même si, encore une fois, dans certains endroits, dans certains États, dans certaines villes, c'est pas totalement faux. Mais ça reste très très minoritaire. La France, c'est différent. La France est évidemment, demain, si en France on mettait la même loi qu'il y a aux États-Unis, mais tout le monde va s'entretuer, parce qu'on a le sang chaud, parce que voilà, c'est dans notre culture. Donc, mais le problème, c'est que finalement, aujourd'hui, le peuple français, il est complètement désarmé face à une racaille, face à des bandes organisées, face à des organisations criminelles, qui, elles, sont parfois même bien plus armées, bien mieux armées que la police elle-même. Bon, sauf que, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, aujourd'hui, ces armes qui circulent dans les caves de certains quartiers sont détenues par des gens qui savent qu'il ne faut pas les laisser entre les mains des racailles, ou de ces jeunes de banlieue, ou de ces petits cons, finalement, parce qu'eux sont capables de les utiliser et s'en servir pour foutre le bordel, et c'est pour ça que il y a quand même, voilà, le business d'abord. Donc si on ne veut pas nuire au business, faut pas laisser n'importe quoi entre les mains de n'importe qui. Ça aussi, du côté des criminels, du côté des crimes organisés, ils en sont conscients, ils le savent, même si malheureusement, parfois les armes sortent pour faire des règlements de compte ou des guerres de territoire. Donc, Macron, Montpellier, il convainc plus, quoi. Je veux dire, il est franchement dans la merde. Et lui, comme les autres, et je dirais même la classe politique en général, que ce soit les insoumis, que ce soit les républicains, etc., ils le savent. Ils le savent que si demain,
officiellement on dit ça y est, la pandémie est vaincue, on va pouvoir nous remettre en route vers une vie normale, entre guillemets, la vie normale, ça va être les Français dans la rue. Vous avez d'ailleurs même une personne chez Sud Radio, je crois, qui est un représentant syndical, je crois, alors je ne sais plus si c'est un représentant syndical de la police, un truc comme ça, qui a dit, mais vous savez qu'à Paris, si vous faites une manifestation, vous avez plus de 100 000 personnes, les plus de 100 000 personnes dépasseront les effectifs policiers. C'est-à-dire que la police, dans le cadre du maintien de l'ordre, ne pourrait plus faire leur office. Hein. C'est-à-dire que là, on serait obligé d'en venir à des moyens plus dérapants. Hein. C'est que si demain, dans la police, la gendarmerie, les forces mobiles, les CRS, etc., on en vient à utiliser des armes de poing ou des fusils d'assaut. D'ailleurs, la preuve, hein, c'est que cette fameuse famille qui a été, dont on a vu les photos, qui a été sanctionnée sur cette plage avec des officiers qui avaient des fusils d'assaut, hein, c'était des fusils automatiques, semi-automatiques, c'est bien la preuve que dans la police, c'est bien la preuve que dans l'autorité, ils commencent à être conscients que demain, ils peuvent très bien tomber dans les pièges. Donc il faut qu'ils s'arment pour se protéger. Hein. Donc ils le savent, ils en sont conscients. Ils en sont conscients qu'un jour, ils vont tomber dans des traquenards. Hein, en dehors de ce qui se passe dans les banlieues, etc. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Parce que, voilà, parce qu'il y a des Français aujourd'hui qui en ont gros sur la patate, et qui en ont marre de voir ce régime en train d'essayer de soumettre le peuple français à leurs règles, à leurs lois, sous couvert évidemment de la pandémie. Hein. Je rappelle, pour mémoire, pour ceux qui voudraient essayer de positiver, toutes les lois qui ont été mises en place, soi-disant temporairement, hein, avec l'état d'urgence terroriste, c'est toutes ces lois Macron, c'est une des premières choses qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il les a institutionnalisées. C'est-à-dire que des principes, des décrets, des lois qui devaient être temporaires pour gérer la crise, pour lutter contre le terrorisme, aujourd'hui elles ne sont plus temporaires, elles sont définitives, elles sont inscrites dans la loi. Tout comme la loi sécuritaire qui a été votée par l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui montent sur leurs grands chevaux, sur cette loi, etc. Je dirais, à la limite, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu quelques modifications, et quand on regarde les textes de loi, on n'est pas dans des lois liberticides ou des lois dictatoriales. Mais, ce sont des lois qui posent des jalons où demain, on pourra y additionner des modifications où là, on pourrait en venir à liberticide. Je rappelle, il y a aujourd'hui la fameuse loi sur les séparatismes. Le problème, c'est que les lois séparatistes, la loi sur le séparatisme, n'est pas une loi faite contre l'islamisme radical. C'est une loi qui englobe tout ce qui peut être une organisation, tout ce qui peut être une institution, tout ce qui peut être une communauté qui va à l'encontre des intérêts ou qui menace les intérêts de la République. Donc ça veut dire que sur la peur de l'islamisme radical, on a pondu une loi qui en réalité demain peut très bien être aussi utilisée contre de la dissidence, contre de la résistance, contre des oppositions politiques. Vous pouvez très bien avoir une affirmation dans une radio ou à la télévision, etc. Et tout d'un coup, on vous déboule sur le dos en disant « Vous avez dit ça sur telle chaîne, c'est une incitation à la haine, c'est l'incitation à l'insurrection. Regardez ce qui arrive à Lalanne aujourd'hui. » Bon, il a eu un propos, en effet, très dur, mais soyons logiques, qui va suivre Francis Lalanne? Mais pourtant, si, on va quand même porter plainte contre lui, on va lui mettre un procès sur le dos pour incitation à l'insurrection. C'est très facile, hein, vous voyez, ça rejoint un peu la vidéo que j'avais fait un petit peu sur ce qu'est la laïcité, sur la République, etc. C'est que progressivement, on a profité de l'aveuglement, de l'ignorance qu'on a cultivée au sein du peuple pour, à un moment donné, mettre en place des petites lois, précisées là, et puis, sur ces lois, on a incrémenté d'autres lois, des réformes, etc. Et au final, on liquide une liberté, on liquide un droit fondamental, et ni vu ni connu.
Donc, on attend de voir ce que Macron va nous dire. Je pense qu'on va à la fois rigoler et pleurer. Les paris sont ouverts pour savoir si ce qu'il va dire va être confirmé par son Premier ministre et son ministre de la Santé. Le fait est, c'est que je ne suis pas très confiant parce que, vu dans l'état aujourd'hui où est la France, vu qu'ils savent que même s'ils sont toujours fait tout ce qui était en leur pouvoir pour se déresponsabiliser pénalement et civilement de leurs actes et de leurs décisions, ils savent que de toute façon, quand un peuple est en rogne, ça peut très mal finir. Advienne que pourra, même si personne, je pense que, encore, est-ce que les Français aujourd'hui sont capables, aujourd'hui, en grande majorité, je dis bien en grande majorité, d'aller dans la rue pour réclamer, pour exprimer une contestation légitime et faire réagir la classe politique avant d'en arriver à des procédés, avant d'en arriver à des extrêmes, parce qu'on n'est plus très loin. Hein, je veux dire, quand vous avez des Français qui commencent à se rendre compte que t'as beau manifester, t'as beau contester, t'as beau utiliser des outils pacifiques, etc., de toute façon, j'ai envie de dire, c'est la fameuse formule qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, c'est cause toujours. Donc il y a un moment donné, quand vous prenez conscience qu'en face, vous avez des gens qui, normalement, sont censés, de par leur statut, rendre des comptes au peuple, mais que finalement, le peuple, il leur chie dessus, il y a un moment donné, on se dit que finalement, le second amendement de la Constitution américaine, on aurait peut-être bien besoin en France. Vous ne trouvez pas? Attention, on va m'accuser de faire de l'incitation à l'insurrection. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et bon courage.